Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. L'impressionnant dispositif militaire dans les grandes villes du Bénin en prélude aux élections législatives du 28 avril suscite la polémique. L'ex-président Nicéphore Soglo, qui rejette le processus électoral, appelle les autorités à la retenue. Découverte en Afrique du Sud du plus haut gratte-ciel du continent africain, dénommé le Leonardo, le bâtiment haut de 230 mètres, entièrement conçu par la nation arc-en-ciel, sera achevé avant la fin de cette année 2019. Et en Côte d'Ivoire, 3 ONG saisissent la Cour suprême contre l'amnistie présidentielle. Dr Ambroise Mousseau, fondateur de la Fondation Mousseau pour le développement et la paix, est notre invité pour en parler. Mais tout d'abord, fin de règne pour le président Omar El-Béchir. Après 30 ans à la tête du Soudan, le désormais ex-président a été arrêté et destitué par l'armée ce jeudi. Une victoire pour le peuple après plus de 3 mois de contestation contre son régime. Le général Awad Ibn Auf, vice-président et ministre de la Défense, annonce que la Constitution était suspendue pour le moment et que des élections seraient organisées après une période de transition de 2 ans. Le climat sociopolitique est très tendu en prélude aux élections législatives du 28 avril 2019 au Bénin. Le centre de la capitale économique est quadrillé par d'importants détachements des forces de l'ordre lourdement armées. Une situation décriée par l'opposition. Elle appelle à l'arrêt du processus électoral et la concertation de l'ensemble de la classe politique. Reportage à Cotonou de notre correspondant Lefté Ono. Vive réaction au Bénin après le déploiement d'un impressionnant dispositif militaire dans les grandes villes du pays. Des chars ont été mobilisés suite à l'appel à des manifestations de protestation lancées par les forces de l'opposition. Le gouvernement entend tout mettre en œuvre pour sécuriser les élections législatives du 28 avril 2019. On sort les chars pour un oui ou pour un non. C'est un manque de sang-froid. Un signe de fébrilité. L'armée n'est ni un jouet, ni un épouvantail. Elle a un rempart contre l'invasion étrangère. Jeudi 4 avril 2019, l'appel à manifester de l'opposition a été suivi dans certaines villes du pays. À Cotonou, les manifestants ont été dispersés par les forces de l'ordre et une dizaine d'entre eux, dont un blessé, a été arrêté. Je rappelle à nouveau, car la répétition est pédagogique, qu'il nous faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire, premièrement, aux lois qui ont permis l'élection pacifique de Patrice Talon en 2016, sans qu'il soit besoin de toucher à la Constitution de 1990. Selon le calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat, la campagne électorale aura lieu du vendredi 12 au 26 avril 2019. L'opposition appelle à la résistance et exige entre autres l'arrêt du processus électoral et la concertation de l'ensemble de la classe politique. Il a coûté 230 millions de dollars et sa construction a permis de créer 20 000 emplois. Un gratte-ciel 100% made in South Africa va devenir le plus haut bâtiment du continent avec ses 230 mètres de haut. Le Leonardo est entièrement conçu par l'Afrique du Sud et sera achevé au cours de l'année 2019. Visite guidée avec Vinanoda. Le plus haut gratte-ciel d'Afrique est en cours d'achèvement. Son nom, le Leonardo. Situé à Johannesburg, en Afrique du Sud, il devrait devenir le plus haut bâtiment d'Afrique avec une hauteur de 230 mètres. Il sera achevé avant la fin de cette année 2019. Différent des autres grands projets du pays, le Leonardo a été entièrement conçu par une équipe sud-africaine. Ce fut un immense honneur et une responsabilité incroyable de se voir attribuer un tel travail. C'est inhabituel car la plupart des gros travaux en Afrique du Sud sont réalisés par des architectes étrangers qui sont recrutés, puis par un architecte de référence locale. Mais dans ce cas, toute équipe professionnelle est sud-africaine. Le bâtiment le plus élevé actuellement en Afrique est la tour Carlton, située dans le quartier central des affaires de Johannesburg. La tour de 223 mètres perdra bientôt sa place au profit du Leonardo. Ce nouveau gratte-ciel accueillera l'hôtel le plus haut d'Afrique et une tour à 360 degrés au dernier étage. Les gens adorent les vues. Ils aiment se lever pour voir où ils se trouvent et voir où sont les autres principaux lieux de la ville. La vue de ce gratte-ciel étant positionnée très au nord va être renversante parce qu'elle va permettre d'avoir une vue de Magaliesburg et de la région de Pretoria.
Ce gratte-ciel a coûté 230 millions de dollars américains. Sa phase de construction a créé 20 000 emplois. Mais son titre de plus haut gratte-ciel d'Afrique risque d'être de courte durée au vu des projets de construction au Kenya, au Maroc et en Égypte. Découverte du peuple Massa, une population d'Afrique centrale installée au Tchad et au Cameroun. Ils vivent principalement de l'agriculture, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. La danse chez les Massa, c'est aussi des signaux de guerre, de souffrance et de joie. Le labada, le gorona et le héna sont trois danses initiatiques tout aussi particulières que les autres rythmes. Découverte au Cameroun dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Le labada, le gorona et le héhéna, trois danses initiatiques qui reflètent l'identité des peuples Massa. Elles mettent en valeur les initiés et leur rite initiatique. C'est le cas de la danse labada. Ici, les initiés les plus puissants, ce sont ces enfants. Après 2 mois passés au sein des forêts sacrées, ils ressortent plus puissants pour parer à toute éventualité négative. Sous la conduite du tout-puissant maître, ici en rouge, le labada n'admet pas les non-initiés dans ses rangs. L'homme Massa, par nature, c'est un danseur. Un danseur, que ce soit dès le bas âge, lors des funérailles, lors des baptêmes. L'homme Massa a de la danse dans la peau, comme dirait quelqu'un. Donc très tôt, que ce soit la jeune fille Massa, le jeune garçon Massa, très tôt, il est initié à la danse. Moins mystérieuse que la labada, la danse gorona, quant à elle, est un signal de vivacité des jeunes hommes en âge de se marier. Pendant la période de la traite du lait dans les forêts, ils doivent consommer en abondance du lait de bétail pour prendre des forces. Une fois de retour dans le village, ils abordent ces pots de chèvre afin d'aller à la conquête de leur fiancé. De manière générale, démontrer la santé, la vigueur. Donc c'est également à cette occasion que de temps en temps, il y a la lutte traditionnelle. Parce que ça va un peu de pair. La lutte traditionnelle et le guruna, le guruwala vont de pair. La danse chez les Massa, c'est aussi des signaux de guerre, de souffrance et de joie. Le héhéna, ici dansé exclusivement par les femmes et les jeunes filles, est un enchaînement des sonorités, des moments de réjouissance. Dans le reste de l'actualité, en Côte d'Ivoire, 3 ONG saisissent la Cour suprême contre l'amnistie présidentielle. 800 prisonniers, parmi lesquels l'ancienne première dame Simone Gbagbo, avait été amnistiée par le président Alassane Ouattara. Si cette décision a été saluée par une grande partie de la classe politique ivoirienne, de nombreuses organisations des droits de l'homme la jugent illégale. Ces ONG ont estimé que le président ivoirien n'était guère habilité à prendre une telle décision. Un premier recours avait été adressé au président ivoirien, mais sans réponse. Pour en parler avec nous sur ce plateau, Dr Ambroise Moussou, fondateur de la Fondation Moussou pour le développement et la paix. Bienvenue et merci d'être avec nous. Merci. Alors, le président Alassane Ouattara avait gracié en 2018 800 détenus politiques dans le cadre d'infractions commises pendant la crise post-électorale, et des ONG s'élèvent aujourd'hui contre cette grâce présidentielle et parlent d'une injustice à l'égard des victimes. Comment vous situez par rapport à ce débat en tant que fondateur pour le développement et la paix? Merci beaucoup, madame. Merci pour l'opportunité que vous me donnez ce soir pour en parler. Moi, je dis qu'il n'y a pas plus grand sacrifice que celui d'aller à la paix. Et la paix requiert tolérance et pardon. On a bien compris ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le président de la République a pris cette décision. Et surtout, c'est une décision qui était salutaire parce qu'il y avait beaucoup de tensions sociopolitiques. Mais dès que cette décision a été prise, la tension a baissé. Donc nous pouvons saluer cela. C'est vrai que nous avons vécu des crises effroyables, c'est vrai. Mais à un moment donné de la vie d'une nation, il faut tolérer, il faut aller au pardon. Et c'est ce pardon-là que nous saluons. Merci. La Fondation pour le développement et la paix, à quel besoin concret répond la création de votre fondation? À quel besoin? Actuellement, nous avons besoin sincèrement d'être soutenus dans nos activités parce que nous faisons la promotion de la paix qui pour nous est une bonne mission parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Difficile en effet de cerner le spectre de vos activités. Elles vont de l'éducation civique aux campagnes de salubrité dans les hôpitaux et autres lieux publics parce que les pouvoirs publics ont déserté ces domaines selon votre fondation?
Pardon, je n'ai pas bien saisi. Difficile de cerner vos activités parce qu'elles vont de l'éducation civique aux campagnes de salubrité dans les hôpitaux et autres lieux publics. C'est parce que les pouvoirs publics ont déserté ces domaines que vous vous situez dans? Non, pas du tout. Vous savez, les politiques font des efforts, mais il faut quand même aussi que la société civile aussi appuie ces efforts. C'est ensemble que nous pouvons construire effectivement une belle Côte d'Ivoire. C'est ensemble que nous pouvons amener le développement harmonieux dont rêve tout le monde. Donc nous sommes engagés effectivement dans ce processus-là. Appuyer effectivement des actions de bienfaisance, les actions de bonnes actions à l'endroit de la population. Et l'ONG qui était avant l'ONG pour les actions sociales, qui est passée maintenant Fondation Dr Mousso pour le développement de la paix. Et c'est vraiment deux entités vraiment différentes. Quand on était l'ONG, on a vraiment appuyé toutes ces activités. L'État ivoirien continue de faire ça. La preuve, il y a un ministère qui a été dédié pour la salubrité et autres. Donc je pense que c'était notre devoir d'appuyer effectivement ces actions que nous jugeons quand même nobles pour notre pays. Pour revenir à la paix, puisque votre fondation a vocation à faire de sa promotion, où en est le processus de réconciliation et de pacification de votre pays, la Côte d'Ivoire, pour revenir à la question de l'amnistie tout à l'heure? Ah oui, effectivement, on voyait déjà qu'il y a, si vous savez bien dire, dans notre pays, il y a des groupements politiques qui sont se faits, des partis politiques qui se créent, mais qui se créent dans le centre du rassemblement, pour vraiment promouvoir des vertus de paix. Et comme le RHDP, comme vous avez vu, à côté, le président Alassane tend la main à tout le monde pour qu'ensemble, le pays vraiment puisse être dirigé avec ses fils, avec toutes les valeurs. Et nous pensons que depuis que cela est fait, vraiment, la tension politique est au plus bas niveau. Merci beaucoup, Dr Ambroise Mousso. Je rappelle que vous êtes le fondateur de la Fondation Mousso pour le développement et la paix. Merci beaucoup, madame. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.